Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien des Cannes Prime Time. Je suis avec Mathieu comme tous les jours. Alexia, bonjour. Et nous allons décrypter avec vous la technique des films en sélection officielle au festival, pendant toute la durée du festival. Et nous présentons également l'actualité de la CST. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux collaborateurs du film qui était présenté hier, Emilia Pérez de Jacques Audiard, en compétition officielle. Alors Paul Guillaume, vous êtes le chef opérateur du film et Erwan Kerzanet, vous êtes le chef opérateur son. Donc voilà, nous avons deux collaborateurs images et son. Et en face, Sylvia Markov, représentante du département production et réalisation, j'allais dire distribution, exploitation, mais non. Et Ilan Ferry, bonjour, rédacteur en chef de la lettre de la CST. Bonjour. Et tout de suite, on remonte les marches. Ilan, vous étiez hier donc à la projection du film Emilia Pérez. Vous avez certainement des questions pour nos invités. Alors j'en ai mille et une des questions, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps. Si je vais faire un retour critique sur le film, c'est vrai qu'à la base, Emilia Pérez, il y a une proposition qui est celle d'une comédie musicale quasiment intégralement en langue espagnole, avec comme personnage principal un narcotrafiquant qui a changé de sexe. Donc c'est vrai que dit comme ça, avec ce postulat un peu incongru, on est en droit de se poser des questions, mais il fallait vraiment tout le talent de Jacques Audiard et de ses collaborateurs, de son équipe, pour transcender ce sujet et en faire un objet qui est, moi, j'ai trouvé absolument stimulant, extrêmement stimulant, ne serait-ce que par l'aspect, pas seulement par l'aspect musical, mais également par toutes les questions que pose le film, qui sont celles sur la rédemption, sur la féminité, et qui sont traitées de manière extrêmement ludique, par le prisme justement de la comédie musicale. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport assez, on va dire, passionné, entre guillemets, à la comédie musicale. C'est que si au terme du film, j'ai aucune chanson qui me reste en tête, aucun tableau, rien, aucune image qui me reste en tête, que j'ai aucune envie de le réécouter ou de le revoir, pour moi, c'est pas une comédie musicale réussie. Et là, c'était tout le contraire sur Emilia Pérez. C'est-à-dire que dès le début, j'ai vu tous ces tableaux se composer devant moi de manière extrêmement, encore une fois, ludique, mais surtout qui relevait du tour de force. C'est-à-dire que pendant tout un moment, j'ai trouvé tous ces numéros musicaux extrêmement bien faits. J'étais époustouflé par l'image, par le son. Je ne saurais que trop vous chanter des louanges, si je puis dire, pour ne pas faire de mauvais jeux de mots, mais j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement réussi. Et puis petit à petit, graduellement, j'ai plus seulement été époustouflé, mais j'ai été cueilli. Et ça, je pense que c'est une distinction assez importante, parce que si dans une comédie musicale, on n'est pas cueilli, il y a que quelque part, le contrat n'est pas rempli ou à moitié rempli. Et là, il est totalement rempli. J'ai aimé cette idée de transcender le postulat par le prisme de la comédie musicale et d'en faire quelque chose de totalement autre. Et extrêmement référencé, on va de Busby Berkeley en passant par les parapluies de Cherbourg jusqu'à des comédies musicales beaucoup plus contemporaines venant de Hong Kong, etc. Est-ce que vous avez en préparation vu toute cette filmographie ? C'était compliqué le rapport aux références sur ce film. Oui, on a vu du Busby Berkeley, mais au final, je pense qu'il n'y a qu'un seul plan qui en reste, c'est un top shot avec une espèce de forme géométrique qui se dessine dans le deuxième grand morceau de danse. Mais c'était très hybride en fait, et ça venait aussi beaucoup du clip, parfois de la publicité, parfois de médium, vraiment juste de danse. Il n'y avait pas une référence unique sur ce projet. Ça arrive souvent de se dire, tiens, c'est un film qui est au croisement de ce film et de ce film. Et là, c'était pas du tout le cas. Et chaque séquence et presque chaque plan devait trouver ou une référence, ou une idée, ou une image forte. Et je suis aussi assez étonné toujours parce que dès qu'il y a un film chanté, on nomme comédie musicale, un peu par référence culturelle. Moi, je trouve pas que ça soit une comédie musicale en soi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film chanté. On se pose la question toujours, pourquoi est-ce que les personnages vont chanter plutôt que parler, par exemple ? C'est un truc qui est, je trouve, très intéressant. C'est une disposition. Alors pourquoi dans celui-ci ?
Non, mais moi, ça, c'est mon point de vue, hein. Je pense qu'on fait chanter les acteurs quand on a besoin aussi de dépasser une forme de réel, d'aller vers c'est une forme de transfiguration. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai assez peu parlé de référence avec Jacques là-dessus. Je l'ai plutôt entendu parler de son envie de partir d'une opérette ou de l'opéra ou que d'un jeu de référence cinématographique, proprement cinématographique. Et Erwan, votre expérience, vos expériences passées dans le son avec beaucoup de films où il y a du chant ou de la musique, est-ce que ça vous a servi? Comment vous avez réemployé ce savoir-faire dans Emilia Pérez? Il y a une j'ai envie de dire déjà que c'est une chance pour quelqu'un qui travaille le son, un film, sur un tournage, de travailler avec la musique, parce qu'il y a quelque chose de joyeux de travailler en musique, en fait. C'est marrant, ça a beau être un drame, Emilia Pérez, il y a quelque chose de l'ordre de l'enchantement, à partir du moment où ça chante. Et c'est forcément un plaisir à faire. Après, sur le plan du travail, c'est très spécifique, parce qu'il y a des rétro-plannings de travail qui sont très différents, parce qu'il faut avoir la musique, travailler la musique, c'était le cas sur Annette, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sûr de la musique et de ce sur quoi on s'embarque, c'est très difficile d'aborder le film. Parce qu'on l'a pas mentionné, mais vous êtes aussi chef opérateur son du film de Léo Carras. Sur Annette. Et du coup, votre travail, comment dirais-je, les chansons étaient en playback? Comment ça se passe sur le plateau? Alors, c'était très curieux parce que il n'y avait pas une volonté de faire. Jacques, il veut tout. Il veut le direct, il veut la voix des acteurs. C'est quand même quelqu'un qui vient de la direction d'acteur, qui aime la direction d'acteur et qui a vraiment du mal à doubler dans ses films. Il a une espèce d'écoute de la réalité, de ce qui se passe dans une scène, etc. Là, on savait très très bien que pour plein de raisons différentes, on ne pourrait pas garder autant que ce qu'il aime garder du son direct pour des questions de performance de chant, de justesse, pour des questions d'accent, pour des questions de réécriture de phrases, pour des questions de compréhension, pour des questions techniques des fois, etc. Mais néanmoins, on est allé au bout de l'exercice du live. Tous les danseurs, ils ont des oreillettes, on a gardé les chants partout, on a gardé, etc. On a fait tout ce qu'il fallait et lui, il pouvait en post-production pousser le curseur du direct jusqu'au bout en fonction des scènes et il y a plein de choses qui ont changé après, qui ont été refaites et même quand ça a été refait, et là je dois reconnaître que le travail qu'ils ont fait en post-production est hallucinant parce que moi je me rends pas compte de quand c'est doublé ou pas, c'est-à-dire que le travail de Cyril, le travail de Hortense sur les directs, le travail d'harmonisation des voix du chant, etc. est hallucinant. Et on accueillera d'ailleurs Cyril Holtz demain pour en parler pendant les un travail, mais c'est un travail collectif. Je voudrais aussi mettre à l'honneur le travail de Pierre-Marie Dru, qui était le superviseur musical du film avec qui j'avais déjà collaboré sur Annette, et qui est quelqu'un qui a une espèce de vision hyper complète du travail et qui a poussé vraiment l'exigence jusqu'au bout sur les voix, sur le training, sur les... Voilà, donc après c'est le cinéma qui fait... Et Paul Guillaume, vous aviez déjà collaboré avec Jacques Audiard pour les Olympiades, qui était en noir et blanc. Ici, on a un film avec des couleurs, des jeux de lumière qui sont assez incroyables, des plans qui sont baignés de lumière, puis qui après, tout d'un coup, se plongent dans la pénombre. Comment vous avez travaillé, comment vous êtes passé du noir et blanc à la couleur, et comment a évolué votre collaboration avec Audiard? Alors, la genèse du projet, ça a longtemps été un opéra en fait, Emilia Pérez. Et ça a longtemps été un opéra d'un côté, un film de l'autre. On ne savait pas si le film serait musical et dansé. Il y a un film opéra tourné ou un opéra non, dans une salle en spectacle vivant? On se posait la question de qu'est-ce que ce serait quoi? Est-ce que ce serait un opéra sur scène non filmé et un film qui raconte la même histoire, mais qui est un film, on va dire un thriller réaliste quoi? Et un jour, les deux projets ont fusionné. Et en fait, la dimension opératique au son, à l'image, est restée dans le film. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais alors nous, on avait besoin, comme toujours avec Jacques, d'avoir beaucoup de mouvements. On essayait de filmer la danse, mais de pas être du côté de Broadway ou des grands mouvements de grue de la comédie musicale classique américaine. On essayait de filmer ça de manière... souvent au stead, souvent à l'épaule, d'essayer de ramener quelque chose d'accidentel dans la chorégraphie et de filmer des choses très préparées mais d'une manière un peu avec plus d'accidents, on va dire. Oui, parce que il y a eu un gros travail de préparation, j'imagine, surtout quand il y a une scène où Rita danse et qu'elle passe d'une table à l'autre. Ouais, alors voilà, par contre,
il y avait beaucoup de travail en amont pour que quand ça commence, on puisse tout faire. Donc c'était pareil. On avait un pupitreur, comme sur une scène, qui contrôlait absolument toutes les sources de lumière, parce que c'est tourné à 90% en studio, ce film, avec plus de 480 plans truqués dans le film. Donc c'est énorme, en fait. Le travail de faire exister un Mexique fantasmé pour un tournage dans les studios de Brie-sur-Marne à 80%, et une petite partie tournée en décor naturel au Mexique. Et voilà. Donc on a utilisé le studio aussi pour la liberté que ça apporte, faire changer les lumières en cours de scène, faire éteindre toute une partie du décor sur une réplique donnée, et essayer de comme ça de casser les murs, en fait, de ce qu'on peut pas faire d'habitude à cause du réel, à cause de la lumière qui en fait est là, et donc on essaie de faire que dans ce dispositif très préparé où il fallait faire des pré-lights qui duraient des jours et des jours, là jeter une caméra qui, elle, serait plus improvisatrice. Et c'est vrai qu'en fonction, selon les films que réalise Jacques Audiard, on passe parfois de quelque chose de très naturaliste à ici quelque chose fait en grande partie en studio, vous le disiez. Vous, qu'est-ce que ça change dans votre travail ? Ça change qu'en fait, il faut tout inventer. On peut pas faire confiance à ce qui sera là naturellement. Donc, même la patine d'un mur, c'est une discussion avec la chef décoratrice. Un rebond de lumière qui normalement vient d'une fenêtre en face, c'est un miroir. Donc du coup, ça va même jusqu'à une gestion d'équipe, parce que j'imagine il n'y a pas le même nombre de camions, il n'y a pas le même nombre de machinaux et d'électros. Mais si je peux me permettre, moi je suis arrivé bien après Paul dans le travail, et les premières réunions auxquelles j'ai assisté, c'était génial à regarder, parce que il y avait une espèce d'ébullition, parce que pendant tout un temps, Jacques pensait vraiment faire le film au Mexique, donc dans des décors naturels. Et tout à coup, il y a eu un revirement. Il s'est dit, je peux pas filmer cette histoire dans des vrais décors avec la vraie pauvreté, etc. Il avait besoin de transfigurer. Et Paul, il devait trouver des solutions plastiques qui rendaient possible de tourner une transfiguration particulière pour chaque scène, dans chaque studio, avec une économie réduite, parce que c'est pas des millions et des millions de construire tout ça, c'est très coûteux. Et c'était génial parce que je le voyais inventer des trucs qui touchaient à des process de lumière et qui incluaient des pratiques hyper contemporaines, enfin même des gadgets chinois, des trucs. Ouais, j'ai adoré de voir comment on peut produire l'image d'un film par à la fois la fantaisie et ce guide de la transfiguration, du réel, etc. Mais ça, sur le gadget, je pense, ça se trouve, toi, tu auras des analogies dans ton travail du son. Ce qui est sûr, c'est que Jacques voulait que, malgré la lourdeur de il faut construire un décor, le livrer tel jour, et il voulait avoir l'impression qu'on était quand même sur un atelier, que peut-être une équipe B était en train de tourner une maquette à côté, ou de tourner avec une lampe de poche une scène qui n'était pas prévue la veille et qu'on invente comme ça. Il voulait pouvoir bricoler comme ça, et on l'a fait. Il y a une séquence qui est éclairée entièrement, en effet, avec un jouet chinois de bazar, et c'est une séquence qui est peut-être la plus centrale du film. Elle raconte vraiment, c'est une séquence dans une chambre d'enfant. Ouais. C'est très émouvante en plus. Non, et ce qui a le grand plaisir aussi qu'on a eu avec Jacques, c'est que Jacques, il a convoqué, on parlait de comédie musicale, et il a convoqué un truc comme ça qui semblait être un film hollywoodien avec des acteurs qui expriment, qui ont une puissance à l'image, une puissance dans le jeu, dans la voix, dans la performance de danse, etc. Et à l'image, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a envie de retrouver le Mexique, la puissance du Mexique et tout. Mais au final, on s'est retrouvé avec des acteurs, souvent dans des scènes hyper intimes, à jouer des choses qui parlent de leur ressenti, de vieilles questions, de choses essentielles, en fait. Voilà. Et ça, c'était fort. C'est-à-dire que final, une fois qu'on a eu tout ce dispositif qui était mis en place dans les studios et tout, etc., d'arriver à se recentrer sur l'âme des personnages, ce qu'ils expriment, pourquoi, comment est-ce qu'on va filmer Selena Gomez qui téléphone à Gustavo, comment est-ce qu'on... Ça, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Ouais, ce que j'entends dans tout ça, c'est la notion de forme
qui est quelque chose que Jacques Audiard remet constamment en question dans son film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un numéro musical qui ressemble à l'autre. Il y en a un qui, moi, m'a particulièrement marqué, c'est celui du Gala de Charité, qui est porté par Zoé Saldana. Je voulais savoir, en termes de dispositifs à la fois visuel et sonore, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que c'est d'une précision chirurgicale, aussi bien visuellement qu'au niveau de la musique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Déjà, vous parliez tout à l'heure de quelque chose, c'est des images. Et en fait, ce que maintenant je retire moi de ma collaboration avec Jacques Audiard, c'est que il ne veut pas tout contrôler. En revanche, on commence pas à tourner une séquence si on ne sait pas quelle en sera l'image. Alors qu'est-ce qui reste s'il reste qu'une image à la fin d'une séquence? Ça lui permet d'être beaucoup moins formaliste. En tout cas, de ne pas être dans des choses trop figées, où chaque plan serait prévu, verrouillé et tout ça. Il y a toujours une image. Le gala, l'image, c'est un fond noir et des personnages qui sont éclairés dans ce fond noir et une poursuite blanche qui est presque surexposée et qui éclaire le personnage principal, ou qu'il aille, parce que c'est suivi en direct depuis les cintres par des opérateurs aux poursuites. Le gala, du coup, l'idée c'était ça, c'était lumière blanche, fond noir, des lustres qui lévitent et des tables comme ça réparties dans l'espace. Et donc pareil, c'était encore une fois un dispositif. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail il y a une équipe de scène qui est venue, qui a un opérateur, qui a une caméra infrarouge, qui a un curseur et qui pointe le personnage qui improvise parfois. En tout cas, ses déplacements peuvent changer et qui suit en direct comme ça. Et donc en fait, c'est encore une fois beaucoup de préparation et sur le tournage, on a commencé à tourner. Et je me souviens que ce qu'on avait prévu n'était pas tout à fait convaincant, c'était un peu figé. Et là, on a fait une petite réunion de crise au bout des premiers essais, parce qu'on savait qu'on avait 2 jours, mais que si on partait mal, il fallait quand même se le dire assez vite. Et je me souviens qu'on s'est dit avec Jacques, mais on va laisser Sacha Nasseri, le steadicammer, qui était là sur ce film, qui commence sa carrière en fiction, mais qui est un grand steadicammer en clip, qui est vraiment... qui fait les plus grands clips musicaux, quoi. Et je me souviens qu'on s'est dit, bah tiens, on va laisser Sacha faire sa magie. Et le travail de la caméra, c'est devenu ça, en fait. C'est devenu... c'est quelqu'un qui sait exactement comment un clip est coupé, comment mettre en valeur par un mouvement précis, un mouvement d'acteur ou des paroles ou quelque chose. Et donc il y a eu un mélange d'improvisation à la caméra, bloc par bloc. On a construit pendant 2 jours des blocs de 20 secondes, en les affinant et les répétant 50 fois. Mais donc, cette partie-là, la caméra s'est inventée sur le plateau, et tout le reste, c'était des réunions et des réunions et des références. Et Erwan, cette partie danse. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça allait donner, cette scène, en fait, et parce que j'y voyais la tentation d'aller dans la dimension du clip, justement, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un film qui pose la question de l'image des choses tout le temps, à tel point que moi, ça me passionne la scène où tout à coup, Emilia apparaît pour la première fois avec ses bandages et elle regarde l'image de son corps comme ça. Je trouve que l'idée était très très belle de voir comment on interroge en permanence l'image des choses, l'image du truand, l'image de... Et les voix et tout ça. Alors bon, là, c'est vrai que c'est une scène où on est dans le registre de la performance, on est là, et en même temps, le décalage, le retrait, quelque part, et la prise de conscience du personnage joué par Zoé Saldana s'exprime à travers ce numéro de danse, de gesticulation, de prise à toutes ces personnes avec lesquels elle ne pourrait pas se permettre de faire ça dans la vraie vie, parce que c'est des gens dangereux, et ensuite parce que ça servira à rien, quoi. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Peut-être un mot sur le Xianzhangke qui était aussi présenté hier. Il y a beaucoup de morceaux dans ce film où la musique et les chants sont importants. Diront beaucoup de morceaux et très peu de dialogue. C'est exact. Donc Erwan, je sais que vous avez vu ce film ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots en termes de... J'ai pas travaillé dessus. Non. Non, ce que j'ai apprécié, surtout dans la première moitié, effectivement, qui passe par l'utilisation de la musique, c'est qu'il y a
il brouille les codes du document brut, de ce qu'on appelle documentaire, cinéma documentaire, et de la fiction. En fait, on ne sait pas comment c'est fabriqué. Par la désynchronisation, enfin par le fait qu'on sent que Par la surprise, il arrive en fait à avoir un regard très poétique sur la Chine d'une époque difficile à situer. On ne sait pas si c'est encore les années 60, si c'est déjà les années 90. C'est assez curieux. Et ça passe énormément par la chanson. Effectivement, il y a très peu de dialogue. C'est des images. Presque de la photo, j'ai envie de dire, et effectivement cette voix chantée qui est une voix qui est pas la même chose que l'expression du témoignage. C'est à la fois la propagande, la publicité, la mélancolie, la joie, l'esquive. Je sais pas, il y a tout ça. Moi, je trouve ça hyper beau. Voilà. La tradition de l'opéra chinois aussi, oui, il y a toute une. En tout cas, il y a une vision d'un pays assez inédit, en tout cas. Hein, on retrouve bien aussi la culture communiste de la révolution culturelle. Et tout de suite, on passe à la parole de la CST. Sylvia Markov, bonjour. Vous êtes co-représentante du département production-réalisation avec Clotilde Martin. Et depuis que vous avez formé cette équipe, on a le sentiment qu'un certain nombre de projets reprennent une dimension, notamment autour de l'éducation à l'image. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors en fait, on a 3 projets. Et celui-ci, on l'a renommé « Ressentir le cinéma ». Parce qu'en fait, c'est un projet en fait que Clotilde a apporté. Et l'idée, c'est joli, son des tourterelles, mais voilà, et ça fait une bonne ambiance CST. Et en fait, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants à aller voir les films dans les salles. Au départ, c'était ça l'idée. L'amour de la salle, les tourterelles ne sont pas là pour rien. Non, exactement, ça c'est vrai. En fait, ce n'est pas un projet en fait pédagogique dans le sens où on va par exemple les motiver à devenir réalisateur, ingénieur du son, chef opérateur. C'est pas vraiment l'idée. Enfin. Après, bien sûr, si des carrières ou des passions se dévoilent, pourquoi pas. Mais c'est plutôt, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de leur apprendre à voir un film sans être interrompu par leur portable, d'être dans une salle, en fait, créée, donc avec toute l'acoustique, avec l'écran, avec dans le noir, avec les ambiances, le voisin d'à côté qui rigole et où on pleure parce que c'est l'émotion, puisque à la base, un film est une histoire et qui est là pour donner des émotions et faire ressentir des émotions. Voilà, donc c'est Baptiste, je crois qu'il a renommé Ressentir le cinéma. Il y a déjà eu une première expérience de ce projet ? Alors, exactement, il y a eu une expérience en janvier. En fait, Clotilde, je ne sais plus de quel côté. Les Deux-Sèvres, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, je ne sais plus. C'est possible. Clotilde Martin, oui, qui est co-représentante aussi. Co-représentante du département. Voilà, exactement. Et donc Clotilde, en fait, était dans un collège. Et là, elle a eu 1 heure, je crois, elle a eu 2 classes, donc 2 fois 1 heure. Et elle a commencé, en fait, c'est pas qu'elle a improvisé, mais elle savait pas trop, en fait, comment, je pense, démarrer au départ, bien qu'elle avait déjà une idée. Et elle a commencé, je crois qu'elle a commencé à parler. Elle a commencé à leur demander quel film ils avaient vu. Et puis, bon, bien sûr, après, pourquoi est-ce que tu es allé voir ce film ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Voilà, c'était des questions de base. Et ensuite, elle s'est orientée, en fait, sur le son. Et là, elle a pris, par exemple, Jurassic Park, en disant, voilà, par exemple, il y a le son du dinosaure. Mais le son du dinosaure, qu'est-ce qui te fait dire ? On a des tourterelles, c'est plus petit que les dinosaures. Mais par exemple, en fait, elle est partie, donc les enfants étaient là, oui, mais c'est un dinosaure, c'est évident. Et elle leur dit, mais comment tu sais que c'est un dinosaure ? Parce que tu n'étais pas vraiment sur Terre à ce moment-là. Donc elle leur explique, en fait, le mélange d'animaux, je crois qu'il y avait des lions, enfin je ne sais plus quel était le mélange des animaux et ce qu'avait voulu donc le réalisateur à ce moment-là. Mais elle leur dit non, elle leur dit c'est une volonté du réalisateur pour avoir tel son. Et là-dessus, c'était intéressant parce qu'il y a un des enfants qui a dit tu vois, moi avant je pensais que, oui, là vous voyez ou tutoyez, je sais plus, mais en fait je pensais avant, moi quand j'allais voir un film dans une salle, c'était un film que je voyais. Et là maintenant je me rends compte que c'est quelque chose sur lequel on peut exprimer des émotions et ressentir. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne approche elle les avait bien en fait interpellés, voilà.
Voilà. Et là-dessus, donc, il y a un groupe donc, de travail qui s'est créé dessus. Et on a, je sais plus, on a pas mal de personnes en fait qui travaillent dessus. On a fait en fait un document Google Drive où toutes les personnes en fait du département et d'autres départements, parce que évidemment ça implique aussi le son, ça implique les bruitages, ça va impliquer aussi l'image, puisqu'en fait si on veut sensibiliser la déco, en fait tous les départements. Et tout à l'heure, vous nous annonciez aussi 2 autres projets. Oui, d'accord, très bien. Donc j'ai parlé trop sur celui-là, mais voilà, mais effectivement, donc il y a les 2 autres groupes de travail. Donc le deuxième, c'est sur, alors on a appelé ça l'éco-responsabilité. Au départ, on appelait ça éco-production. Voilà, parce qu'en fait, il y a quelque chose en fait. Notre département, il regroupe tous les métiers d'organisation d'un tournage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les réalisateurs, les producteurs, il y a les directeurs de production, la régie, les assistants réalisateurs, les repéreurs, les scripts. Je crois que j'en oublie, non? Je crois qu'en fait, voilà. Donc, ce sont tous les métiers qui vont être là pour organiser un tournage. Et du coup, c'est intéressant d'avoir en fait des projets qui puissent faire aussi agir en interaction avec les autres départements. Le deuxième s'appelle l'éco-responsabilité, puisqu'au départ c'était EcoProd, mais comme il y a déjà une association qui s'appelle EcoProd, c'était un peu confus. Et l'idée, c'est en fait, alors. Le groupe de travail qui a été à l'initiative de Cédric Guillebert, qui est un éco-référent, va porter en fait sur un annuaire où en fait l'idée c'est de pouvoir répertorier l'annuaire de tous les Fournisseurs, en fait, oui. Merci. Voilà, tous les fournisseurs en fait qui ont un sens d'éco-responsabilité. Donc ça peut être sous plein de choses. Alors. Nous, on ne va pas donner forcément un label. EcoProd fait ça très bien. Il y a Sequoia, ils sont pas mal de sociétés, d'associations déjà à gérer le sujet. Mais l'idée, c'est d'avoir cet annuaire qui a déjà commencé à être créé, je crois, par EcoProd, je crois. Et Pervenche, je crois que c'est Pervenche qui nous en avait parlé. Et donc de fournisseurs. 2 plateaux de tournage, du coup, forcément. De ciné. Mais alors voilà, mais par exemple, ça peut peut-être donner, par exemple, l'envie à, je sais pas, moi, au traiteur d'à côté ou le primeur d'à côté de dire, bah tiens, si moi je travaille peut-être sur tel critère, je peux peut-être proposer mes services à des plateaux, à des tournages. Donc du coup, ça peut agrandir le champ. Par exemple, le recyclage de la peinture sur un tournage. Donc ça peut peut-être initier d'autres sociétés à utiliser ou à créer d'autres machines qui existent déjà. Voilà. Vous aviez sur le tournage d'Emilia Pérez quelqu'un qui était là justement pour un référent éco-responsable. Je sais que la régie était très sensible à ça. On avait des mugs nominatifs. Oui, il y avait une vraie attention portée à pas jeter, à pas trop gaspiller. Alors, sur la gestion même du budget, ou ça c'est plus ça, la je sais direction pas, mais ce que je vois, c'est que même à la décoration. Alors c'était un double mouvement parce qu'évidemment on n'avait pas des moyens illimités, mais j'ai jamais vu autant de décors réutilisés par la chef décoratrice. C'était les feuilles qui servaient une semaine, on les retrouvait dans l'autre sens dans le décor d'après, et ça n'avait plus rien à voir, mais il y avait une vraie recherche d'économie sur les matières premières. Oui, et vous avez raison de le spécifier, parce qu'en fait la décoration normalement est, je crois que c'est à peu près 1/5 en fait du taux du bilan carbone, en fait, puisque ça va être le catering, donc tout ce qui va être nourriture, régie, et la décoration qui sont les plus grands pollueurs. Et c'est vrai que maintenant les plus gourmands en tout cas, et il y a vraiment un effort qui est fait de ce côté-là. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer, en fait, par exemple, il va y avoir toute la partie des data. Voilà, aussi de sensibiliser les réalisateurs sur le fait peut-être d'être moins gourmand sur le nombre de prises, peut-être de bien préparer, donc ça c'est le 3e sujet, de manière justement à avoir beaucoup moins de data quand on tourne, quoi. Voilà. Et du coup, vous nous annonciez un 3e projet. Le 3e projet, alors en fait, s'appelle la préparation, l'efficacité de la préparation d'un tournage. Enfin voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est on s'est rendu compte au sein du département, et en parlant en fait, puis même moi de par mon expérience, et puis bon avec d'autres collègues, en fait, combien de fois il y a des personnes, il y a des techniciens qui disent on commence à tourner et je suis encore en préparation et j'ai pas eu le temps de préparer assez. Alors c'est pas forcément vrai pour toutes les productions, c'est pas forcément vrai pour tous les films de cinéma qui ont un certain budget, ça l'est pas forcément, ça l'est vrai pour tout ce qui va être audiovisuel, enfin pas d'une façon générale, mais assez souvent. Et en fait, le groupe de travail sur lequel on va se pencher,
c'est de sensibiliser les financiers à ce qu'ils donnent de l'argent en amont. Parce que très souvent, l'argent est versé le premier jour de tournage. Et au départ, en fait, en préparation, il n'y a pas tous les postes. La script devrait y être. L'ingénieur du son devrait y être, le repéreur bien sûr, mais bon, il doit y avoir le chef op évidemment, mais il doit y avoir toutes les têtes, on va dire, de département qui devraient quasiment être en amont pour avoir une idée. Très bien, on va tourner ici, alors on va avoir besoin de tel son, de telle caméra, de tel maquillage. Quelles sont les pistes actuellement en réflexion pour arriver à cet objectif? Alors, déjà, on est en train de... Alors là-dessus, il y a un travail qui est fait, qui est colossal par Lise Vogel, donc de l'ARA, et qui est en train d'établir un énorme organigramme. Donc, pour l'instant, elle a fait la partie tournage, elle va s'adresser en fait sur la partie préparation et après elle fera la post-production. Cet organigramme va pouvoir permettre aussi de dire, voilà, en amont, il nous faudrait tel et tel poste pour la préparation, parce que c'est vital, parce qu'une bonne préparation va donner un bon tournage. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Oui. Et est-ce qu'il y a des projets aussi en termes de prévention des risques? Alors là, moi j'aimerais bien, parce que ça c'est de la responsabilité du producteur, même si c'est la responsabilité de chacun sur un tournage, mais on aimerait avoir beaucoup plus d'aide et avoir plus de personnes qui puissent nous aider pour faire un groupe de travail dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, il y a des risques, il y a tout le harcèlement, il y a toutes ces parties-là qui sont des sujets qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas à la mode, ce sont des sujets qui sont importants. Et on aimerait effectivement avoir, je fais un appel aux membres. Des volontaires. Appel à des volontaires pour nous aider sur ce projet. Merci beaucoup, Si. Sylvia. Je vous en prie. On va passer maintenant à la petite interview. Bonjour, je m'appelle Jean Achache, je suis réalisateur, producteur. Alors mon premier festival de Cannes, c'était dans les années 70, je ne sais plus si c'était 75, 76, 77, avec toute une bande de potes. On s'était fait prêter une maison du côté de je ne sais où, Mougins, et voilà. Et c'était formidable parce que d'un seul coup, on avait l'impression de rentrer dans ce métier. À l'époque, le palais n'existait pas. On était au Petit Palais qui est sur la Croisette et c'était un endroit tout à fait magnifique parce que au bas des marches, il y avait le troquet où on allait boire des coups. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de barrière. Il y avait moins de caméras, il y avait moins de journalistes et c'était un vrai festival de cinéma. Moins une foire d'empoigne comme ça l'est devenu aujourd'hui. Alors mon plus beau souvenir de festival justement c'est sur les marches. Nous étions quelques-uns au Blue Bar, donc au bas des marches en train de boire des coups et ce soir-là passait une journée particulière avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni qui est un pur chef-d'œuvre et on a vu Sophia Loren descendre les marches. Et on était 4 ou 5 et on s'est jeté à ses pieds sur les marches, comme ça, couché par terre, en train de lui dire « La Lorraine, la Lorraine ». Voilà, pour moi, c'est mon plus beau souvenir du Festival de Cannes. Alors, c'est compliqué, parce que c'est difficile de donner un prix à un technicien plutôt qu'à un autre. Donc, on va essayer de se dire qu'il y en a un dont le travail aide le plus le film. Pour moi, c'est ça. Ils sont tous bons. Et puis d'un seul coup, il y a eu une conjonction qui fait que le travail de cette personne a permis d'améliorer le film tel qu'il est présenté ou d'aller dans le sens encore plus fort du film, de réussir, moyennant quoi c'était l'intention du réalisateur. L'artiste technicien a réussi à répondre à la demande du réalisateur, mais bon, il n'est question que d'une exécution meilleure que les autres, éventuellement. Eh bien, pour notre dernière rubrique, ce soir sur les marches... Eh bien, Limonov, The Ballade de Kirill Serebrennikov. Tout à fait, vous n'êtes pas tombé dans le piège de la prononciation de ces noms
russophone. Le réalisateur est aussi metteur en scène de théâtre, exilé aujourd'hui en France, revient après Leto, revient après La fièvre de Petrov, dont le chef opérateur avait reçu le prix de l'artiste technicien il y a 2 ans, et avec un film autour d'un personnage contestataire à la marge qui, des rues de Paris jusqu'à New York, en passant par la Sibérie, va vivre les années punk, va vivre les années Jean Edernalier, va vivre un certain nombre de choses, et toute cette vie avait déjà été concentrée dans un roman d'Emmanuel Carrère. Alors pour s'entourer, il va travailler avec un chef opérateur avec qui il n'avait pas fait la lumière de ses films précédents, Roman Vassilov. Pour le son, c'est le même chef opérateur son que La fièvre de Petrov, Boris Voigt, et son chef décorateur, Vlad Ogay. Et sinon, sur les marches, en séance de 22h ce soir, nous avons le deuxième film de Coralie Farja. Oui, après Revenge, elle revient avec son deuxième film, dont le synopsis est un peu particulier, puisque il s'agit un petit peu d'une interjection avec le spectateur. On nous demande si on n'a pas envie. Est-ce que tu as envie, Mathieu, d'être une meilleure version de toi-même ? Évidemment. Alors, il va falloir essayer The Substance, mais en essayant de respecter les instructions. Et puis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer si tu ne les respectais pas ? Donc, on le saura ce soir. On le saura ce soir. Elle vient ce soir avec son directeur de la photographie, Benjamin Krakoun, qui est à l'œuvre dans ce film. C'est sa première au Festival de Cannes en tant que directeur de la photographie. Au son, nous avons Stéphane Thiebaud, qui était déjà venu en tant que chef opérateur son pour le film La Chambre Bleue d'Amalric, présenté à Un certain regard en 2012, mais aussi Emmanuel Villard, qui a déjà travaillé sur le film La loi du marché de Stéphane Brisé, et enfin Valérie Delouf, qui avait présenté à Un certain regard en 2012 également le film Renoir de Gilles Bourdeau. Et on a hâte de voir ça. Et de vous retrouver aux projections. Merci d'être venu et on se retrouve demain. Exactement, à demain. Merci. Bonne journée à tous et merci. Les artistes qui sont derrière l'écran mettent en évidence les talents de ceux qui sont devant l'écran. Et les artistes techniciens, qu'ils soient directeurs photo, directeurs du son, quel que soit leur métier technique, sont essentiels parce que une fabrication d'une œuvre, c'est une œuvre collective. Et il faut que ceux qui sont dans l'ombre éclairent bien la lumière de ceux qui sont devant la caméra.